Mesdames et messieurs, je voulais tous vous remercier d'être là. On va prendre le temps, 5 minutes, d'introduire ce qui va se passer durant cette petite conférence. J'aimerais également en rappeler sa genèse, parce que les choses n'arrivent pas forcément comme ça. Il y a toujours une histoire, notamment, je pense que dans le bon endroit pour évoquer des aspects historiques dans un jardin qui a un peu plus d'un siècle par ailleurs. Et puis, alors je connais Fred Stauffer ici présent depuis quelques années. Et puis, j'avais trouvé une alliance très intéressante lors d'une présentation qu'il avait faite il y a quelques années à la Médicée, qui est aussi une fête de la botanique, cette fois plus, j'ai envie de dire, au sens strict, quoique. Et cette présentation faisait appel à le rôle, on va dire, tu me dis si je me trompe exactement dans les termes, mais le rôle du jardinier pour la science. Et en fait, bien souvent, c'est quelque chose qui est un peu négligé, voire occulté, voire, allez, admettons, pas trop connu. Et inversement, le rôle aussi des botanistes pour le jardinage, pour apprendre, etc., etc., ne serait-ce que la culture des plantes, tout simplement. Et ce, à travers aussi une perspective historique. Puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que le domaine du Rayol, finalement, vous le savez, c'est un jardin de paysages. Avant tout, c'est une collection de paysages, comme me le dit Gilles Clément, depuis le début du projet en 89. On en reviendra, bien entendu. Et puis, je me suis dit qu'il y avait cette alliance de jardins, parce qu'on cultive des plantes d'ailleurs, exotiques. Et puis, de plus en plus, en tout cas pour ma part, j'essaye de faire valoir l'aspect botanique en tant que botaniste, ici au domaine du Rayol, en tant que responsable scientifique. Alors je m'appelle Jérémy Tritz et tout de suite, je vais laisser le micro à monsieur Fred Stauffer. Je vous remercie. Alors merci beaucoup Jérémy, et merci pour cette invitation. C'est un endroit magnifique, c'est la première fois que je visite les domaines des Rayol et je suis ravi. Je suis bluffé par tout ce que j'y vois. Et Jérémy m'a fait cette invitation à faire une conférence qui a un but très simple en fait. C'est vous parler de l'histoire de toutes les plantes qui nous entourent ici. C'est l'histoire. Je suis vraiment un passionné de l'histoire de la botanique et j'espère avoir réussi à mettre de côté 2-3 éléments qui pourraient être assez mal connus par rapport à un public que j'apprécie beaucoup. Nous allons parler de l'histoire de la botanique, mais en particulier, et c'est ça un petit peu le challenge que j'ai eu avec Jérémy, c'est les botanistes qui ont travaillé la botanique en région méditerranéenne dans un sens très très large. Donc, alors vous voyez en fait, ça c'est une table des contenus comme il faut, mais la façon de simplifier cette table des contenus, c'est tout simplement, je vais vous raconter un petit peu l'histoire des plantes qui nous entourent ici, pas seulement au domaine des Rayol, mais chez vous, dans vos jardins, et aussi à l'intérieur des maisons. Donc nous allons parler de tous ces botanistes qui ont amené ici toutes ces belles plantes. J'aime bien beaucoup cette histoire et c'est ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui. C'est la promenade des Anglais. Et là même, au niveau de la promenade des Anglais à Nice, vous voyez qu'il y a une évolution des choses. De plus en plus, il y a des plantes. À gauche, on voit ces palmiers dattiers des Canaries, qui est énormément planté ici dans la région de la Côte d'Azur. Et à droite, c'est vrai, on voit le même palmier, mais on commence à voir d'autres espèces. Donc ça veut dire que chaque jour, chaque minute, chaque année, il y a des nouvelles espèces qui sont proposées dans nos jardins. Et quand je parle d'un jardin, c'est un jardin dans un sens extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur, les orchidées, les palmiers, les aracées que nous avons à l'intérieur. De manière qu'il y a de plus en plus des plantes qu'on propose dans nos jardins. Et ce qui est mon but aujourd'hui, c'est vous parler de tous ces botanistes qui ont vous ramené des agavacées, des euphorbiacées, des amaryllidacées, des tas de plantes qui font partie de notre quotidien. Nous avons des plantes, ou vous avez des plantes en Méditerranée qui font des jaloux partout. Vous faites des jaloux partout et vous faites des très jaloux les Suisses. Donc je viens de Genève et là en fait de plus en plus, dès que nous avons un plan d'eau, dès que nous avons des endroits qui sont un petit peu ensoleillés, on propose un jardin méditerranéen.
Et d'un coup, on commence à voir de plus en plus en Suisse des promenades, des jardins où les architectes paysagistes, et qui dit architecte paysagiste dit pépiniériste aussi, il y a toute une proposition des plantes que vous avez chez vous. Et croyez-moi, avec cette histoire des réchauffements climatiques, bientôt on pourra faire peut-être une satellite du domaine des Rayolles à Genève. Concurrence, oui, ok, d'accord. Ouais. Donc d'un coup, on commence à voir, nous aussi, des palmiers partout, des lavandes, des oliviers. Alors là où il y a un petit problème avec cette flore méditerranéenne qui est proposée par les architectes paysagistes, c'est que nous avons de la neige. Et il suffit 2, 3 ou 4 ans de neige pour que cette flore méditerranéenne cultivée au bord du lac Léman disparaisse complètement. Des fois, avoir des palmiers, c'est bien, c'est intéressant, mais ça peut tourner très très mal. Et c'est le cas pour un palmier qu'on appelle un palmier chinois. L'espèce c'est Trachycarpus fortunei, vous l'avez ici. C'est un très très beau palmier qu'on a. Et les petits problèmes avec ces palmiers, c'est que c'est un palmier qui résiste jusqu'à moins 15 degrés de température et des conditions de neige. Cette image a été prise dans la partie sud de la Suisse, c'est le canton du Tessin, et on commence à voir des sous-bois, des forêts suisses, pas que suisses, c'est le nord de l'Italie aussi, complètement couverts par des palmiers. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si on était dans une forêt amazonienne, une forêt thaïlandaise. Non, c'est la forêt du centre de l'Europe. Alors, des fois, justement, ces concepts des plantes planétaires, des jardins planétaires, des fois, ça tourne mal. Et d'un coup, toute la flore locale, alors vous pouvez vous imaginer que ces plantes qui sont indigènes n'arrivent pas à germer dans un sous-bois qui est couvert par des grands palmes. Les plantes ont besoin de lumière pour germer. Et c'est ça le petit problème. Dès que nous avons ces grands palmes qui empêchent la germination, il y a vite une modification très importante de la flore locale. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment les Suisses? Ils ont interdit les commerces et l'importation de ces palmiers. Et je pense que ça va être des politiques de plus en plus répandues dans les cas de quelques pays européens. Jardiniers, botanistes, horticulteurs, agronomes, de plus en plus, et maintenant j'ai 30 ans de métier, je me rends compte que nous sommes tous pareils. Finalement, on pourrait parler d'un seul métier qui est botaniste dans un sens très très large. Mais bon, aujourd'hui, finalement cette conférence, elle parle beaucoup des jardiniers et beaucoup des botanistes, et j'ai tenu quand même à vous présenter une définition. Une définition, c'est le Robert 1985. Et là, nous avons justement comme définition de jardinier la personne dont le métier est de cultiver les jardins. C'est une définition, c'est une très belle définition. Après, nous avons la définition d'un botaniste, personne qui s'occupe de la botanique, et ça n'explique rien du tout. Ce que je retiens par rapport à ces deux définitions, c'est l'origine du mot. Alors, pour les mots jardinier, jardinière, nous sommes en 1180, tandis que la définition des botanistes est bien plus tardif. Et ça a quelques implications par rapport les messages que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces jardins du domaine du Rayol, en fait, il s'est construit, il a bénéficié de toutes les grandes explorations planétaires. Ces grandes explorations autour du monde, en fait, ont eu un impact sur les nouvelles plantes qui ont été cultivées en Europe. Et j'ai mis par exemple une seule de ces explorations. Il y a normalement 16 qui ont des nombres aujourd'hui, de ces grandes explorations planétaires. J'ai mis ici comme un exemple et je vous montre l'équipage de ces explorations. Dans ces voyages des Cook, il y a un équipage qui est modèle avec un commandant, un lieutenant. Je passe l'astronome, l'ingénieur cartographe, il y a un médecin, il y a un botaniste. Attention, il y a un botaniste et il y a des volontaires, il y a des aumôniers aussi, parce qu'il y a beaucoup de morts dans ces voyages. Donc là, il y a justement, remarquez, il y a un botaniste, mais les jardiniers,
il n'y a pas de jardinier à l'époque qui accompagne les grands équipages de ces grandes explorations. Et ça me pose un problème. Pourquoi? J'aimerais en comprendre en fait pourquoi il n'y a pas un jardinier dedans. Sur les 16 grandes expéditions planétaires qui ont été organisées par les Français, par les Anglais, les Espagnols, les Portugais et même les Russes, il y a 4 seulement qui sont là où on trouve un jardinier. Donc on commence à voir petit à petit que les équipages de ces grandes expéditions vont accompagner aux botanistes un jardinier. Parlons rapidement sur les botanistes qui sont sur ces bateaux. Et là, j'aimerais par exemple vous présenter un exemple magnifique de ces bougainvilliers. Ces bougainvilliers qui a été récolté au Rio de Janeiro par les botanistes commerçants. C'est, à mon avis, déjà dans les top 10 des espèces cultivées dans le monde tropical et dans les mondes méditerranéens aussi. C'est récolté par les grands botanistes commerçants. Et suite à ces récoltes de ces botanistes, on a toute une pléiade des poids lourds de la botanique. On voit par exemple Banks, on va nommer les gens Banksia, on voit Michaud, on voit toutes ces plantes qui ont été dénommées selon les grands botanistes. Quel est le profil de ces botanistes? Ce sont tous des médecins. C'est soit des médecins, soit des pharmaciens. À l'époque, début 18e, en fait, il n'y a pas encore le métier de botaniste. On a des cours de botanique tout simplement parce qu'on a suivi des cours de médecine et de pharmacie. Ce sont des académiciens, ce sont des gens souvent liés à la noblesse. Donc là, on a des poids lourds et des grandes personnalités d'une certaine bourgeoisie européenne. À l'époque, justement, les domaines de la botanique n'est pas encore rempli par les jardiniers. Il y a un petit problème par rapport à ces botanistes et la façon comme ils vont nourrir nos jardins. D'accord? Et là, j'aimerais justement revenir sur ce que j'essaye de faire, c'est faire les liens entre ces botanistes qui voyagent et la façon comme on retrouve les plantes qu'ils étudient, qu'ils récoltent dans nos jardins. Alors, voyez cette séquence. On prend le bateau, on récolte sur place plusieurs plantes, on revient en Europe et on fait des descriptions botaniques. Donc ça veut dire qu'on fait des publications, on fait des congrès, on fait des séminaires. Mais qu'est-ce qui se passe avec la plante? Qu'est-ce qui se passe avec cette belle orchidée finalement qu'ils récoltent? Ce sont des plantes qui aucune résistent les conditions européennes. Le botaniste, il est un autiste quelque part. Il est autiste et il est très peu sensible aux conditions de croissance. C'est une faute grave à mon avis, hein. Donc ça veut dire tout ce qui ramène les botanistes en grande partie, je ne dis pas tous en fait, finalement, de quelle façon nos jardins se nourrissent de cette grande découverte? Très peu. Grande différence par rapport à ce qui se passe avec les jardiniers. Lui, il prend aussi le bateau. Normalement, il va accompagner un botaniste. Il revient en Europe. Des fois, quelques-uns de ces jardiniers sont des gens brillants. Et ils vont faire des publications botaniques, mais voyez la plante, tout à droite en bas. Cette plante, elle a survécu, et normalement, elle va se répandre, elle va se multiplier. Quelle est la différence entre les deux démarches, la démarche du biologiste et la démarche du botaniste? La différence, elle est là. Quand les jardiniers, il est parti en mission de terrain et il s'est promené, il a vu les conditions climatiques, il a vu les conditions du substrat, il a touché la terre et il va essayer en conditions de serre de reproduire tout ce qu'il a vu sur le terrain. De là, l'importance et le génie de ces jardiniers dans la réussite de ces plantes que nous avons aujourd'hui en culture. Et j'exagère pas, passer 90% de toutes les plantes sur le marché ont passé par ce processus d'un jardinier qui est allé chercher ces plantes dans un endroit exotique. Je rebondirai maintenant sur les horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, horticulteurs, et je vais vous parler de la saga, la dynastie des Lodigues en Angleterre. Alors c'est une saga
d'une famille, en fait, je pense qu'il y a 3 ou 4 générations de la famille Lodiguez qui se transmet un savoir-faire. Les savoir-faire dans le domaine de l'horticulture est quelque chose de très, très précieux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, vous voyez l'Australie là. L'Australie, qui est dans les domaines des rayons, bien évidemment, est une région extrêmement importante. On sait que, notamment dans la partie sud-ouest de l'Australie, il y a tout un climat méditerranéen. Donc, il se peut que quelques-unes des espèces qui se trouvent ici représentées dans le domaine des rayons ont été transportées par les Lodiguez. Mais comment ils ont fait pour transporter ces plantes de l'Australie en Angleterre? On sait que les conditions dans les cales, ce sont des conditions extrêmement difficiles pour la survie des plantes. On sait que quand on met des plantes dans un navire, il y a beaucoup de salinité, il y a des problèmes de lumière. Comment les Lodiguez ont réussi à transporter ces plantes sans problème? La solution est là. La caisse des Ward. Donc, c'est un petit peu contemporain. Il y a un médecin anglais, et lui, il va faire une invention qui va révolutionner l'horticulture et les transports des plantes d'un continent à l'autre. Alors, cette caisse des Ward, on pourrait dire, c'est tout simplement une espèce de terrarium-aquarium. C'est à l'origine de ces deux choses, en fait, mais c'est une caisse vitrée, hermétique, qui permettait de transporter les plantes pendant des milliers de kilomètres dans une atmosphère contrôlée. Et dès qu'on va créer cette invention, il n'y aura plus de limites pour transporter les plantes d'un continent à l'autre pendant une navigation de quelques mois, par exemple, entre l'Australie et l'Angleterre, ou que ce soit la Réunion ou la France. Vous savez que c'est cette caisse des Ward qui a permis de briser des monopoles extrêmement importants. On se souvient ici du monopole de la production de thé de la part de la Chine. On se souvient par exemple l'Empire portugais qui protégeait extrêmement par exemple la distribution du caoutchouc. C'est la caisse des Ward qui a permis à un certain botaniste anglais Robert Fortune de transporter 2000 plantes de thé entre Shanghai et l'Inde de manière complètement illégale. C'est de la même façon avec ces caisses des Ward que quelques graines de caoutchouc qui se trouvaient en culture au jardin botanique de Kew ont passé de Londres à Sri Lanka pour que les Anglais puissent avoir des plantations de caoutchouc. Donc les enjeux politiques et économiques sont extrêmement importants par rapport à ces caisses de Ward qui ont permis les transports d'une quantité énorme de plantes ornementales. Si on parle des sagas et des horticulteurs, j'aimerais vous parler aussi d'une personnalité, une famille extrêmement importante en France, les Vilmorin. Et cette génération et cette dynastie des Vilmorin est extrêmement intéressante parce qu'ils s'intéressent beaucoup aux plantes potagères, aux plantes ornementales, au point qu'un de ces Vilmorin, notamment Pierre-André lui-même, en tant qu'horticulteur, il va décrire de nouvelles espèces. Et voyez l'image tout à droite, en fait, un catalogue des produits en vente chez l'entreprise Vilmorin. Donc, encore une fois, un horticulteur jardinier qui est aussi un peu botaniste. Pour continuer un petit peu avec ces horticulteurs, je vous présente Herman Wendland. Peut-être la moitié des palmiers qu'on voit ici dans le domaine ont été décrits par cet Allemand. Et lui aussi, il a compris une chose fondamentale. Il faut aller voir les conditions en nature des croissances des plantes. Donc lui-même, en tant que spécialiste des palmiers, il va partir au Mexique, il va partir aussi au Costa Rica. Et c'est intéressant, je peux m'imaginer très très bien Wendland toucher les substrats, les sentir, voir l'humidité pour reproduire ces conditions dans les grandes serres qui se trouvent du côté de Hambourg. Je pense que c'est ça le génie de tous ces jardiniers botanistes qui sont partis en mission de terrain. Une fois la culture comprise et les conditions des plantations, la plante elle est prête pour partir dans les commerces en Europe. C'est comme ça un petit peu à travers l'établissement des Lodiguez, des Vilmorin, que la plupart de ces plantes ornementales sont parties à grande échelle dans le commerce.
par rapport aux amateurs des orchidées, nous avons un personnage très important, Jean-Jules Linden. Il a créé un établissement d'horticulture à Luxembourg et la plupart des orchidées que nous avons à l'intérieur de nos maisons ont passé par cet établissement horticole. Lui-même, Linden, il part en Amérique du Sud, que ce soit Barbados, Venezuela, Colombie, l'Équateur. Lui-même, il récolte des plantes et il va faire des descriptions des espèces. De là, l'intérêt de mettre en valeur tous ces jardiniers qui sont devenus, par leur expérience, des grands botanistes dans leur domaine. Pour revenir à nos moutons, pour revenir au domaine des rayolles et plantes méditerranéennes. Alors, nous avons ici une espèce d'organisation de l'espace par région géographique. Ces domaines des rayolles essayent d'avoir le maximum possible des plantes qui sont natifs de ces 5 régions qui ont un climat méditerranéen. Et à partir de maintenant, j'aimerais vous parler de ces botanistes qui ont décrit la plupart des plantes que vous venez de voir ce matin. Et je vais vous parler, en fait, tout d'abord, et là, j'aurais pu parler des dizaines de botanistes différents, ce n'est pas intéressant. J'ai des coups de cœur pour 4 ou 5. Et les tout premiers, c'est le plus important des botanistes. Pizza aux légumes, pâte bolognaise, couscous royal, salade niçoise, paella aux légumes. Pourquoi ces botanistes, il est tellement important? Parce que, j'exagère pas, probablement un quart des espèces qui sont là, derrière nous, ont été décrites par lui. C'est fou, hein? Parce que là, on parle des pâtes bolognaises. Tous les ingrédients, alors ça, c'est une approche vraiment gastronomique, en fait. Hein? C'est ça, en fait. Hein? Tout ce que vous allez, alors presque tout ce que vous allez manger ce soir a été décrit par cet homme. Alors oui, la viande de bœuf a été décrite par lui aussi. Et si vous mettez des anchois, en fait, sur cette pizza, l'anchois a été décrit aussi par ces botanistes. Et on a soif aussi, en fait. Hein. Hublon, en fait, orge, voilà, le vin, la vigne, tout ça a été décrit par la même personne. Ben, c'est lui. De là qu'on oublie souvent peut-être Linné. Ben c'est lui. C'est lui qui décrit une partie énorme des plantes de la Méditerranée, même s'il, dès sa vie, il n'a jamais quitté la Suède natale. D'accord? Médecin de formation, apparemment pas très, très, très humble. Deus creavit Linnaeus disposuit. Dieu a créé Linneo classe. C'est lui qui va décrire tous les ingrédients de tous ces plats. En fait, il va les décrire dans cette édition de Species Plantarum 1753. Et oui, alors c'est quelque part un révolutionnaire parce qu'on est mi-18e et il propose un système sexué pour classer les plantes. Imaginez l'Église quand on parle de la sexualité des plantes. Scandale total. Mais bref, c'est tellement brillant et l'idée elle est tellement d'utilité que tout le monde est content, même l'Église en fait, qui la ferme. Donc, quand je vous ai dit en fait que tous les plats que nous allons manger ce soir ont été décrits par Linné, mais on ne s'arrête pas là. Finalement, des plantes qui sont phares, qui sont emblématiques de la Méditerranée, ont été décrites également par Linné. Que ce soit des plantes originaires ou, par exemple, dans le cas du grenadier, des plantes qu'on cultive ici en région méditerranéenne. Mais Linné, en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas être partout. Donc, en tant que personnalité très humble, il va proposer des disciples. Il n'a pas des élèves, il a des disciples.
Et il les envoie partout, en fait. Il a 16 disciples qu'il envoie partout. Et sur les 16 disciples, il y a au moins 5 qui décèdent sur place, là où on les envoie. Linné, il se rend compte que la richesse se trouve plutôt ailleurs, la richesse, la diversité biologique se trouve ailleurs, et il va les envoyer un peu partout. J'ai mis ici en rouge une région qui nous est intéressante ici au domaine du rayol, parce que c'est la région notamment de l'Afrique du Sud, la région du Cap, mais il envoie ces grands botanistes un peu partout. Il envoie Löffling en Amérique du Sud, il envoie Solander, Thunberg et d'autres en fait dans la région de l'Asie, y compris le Japon. Il envoie Forsskål en Égypte, au Yémen. Bref, ça c'est les disciples de Linné qui vont découvrir mettre en évidence la diversité planétaire. Et il les envoie comment? Il les envoie comment dans toutes ces régions? Avec l'EasyJet de l'époque. Et l'EasyJet de l'époque, finalement, c'est l'entreprise et la logistique la mieux développée pour aller partout, en fait. Et là, on parle justement de fin 18e, c'est la compagnie hollandaise des Indes orientales. Il y a aussi la partie occidentale, mais c'est notamment dans ces bateaux que Linné envoie ses disciples récolter énormément de plantes. Et un de ses disciples, c'est un disciple qui nous intéresse ici au domaine des rayons, parce que c'est lui qui fait en grande partie la découverte d'une grande quantité de plantes ornementales de l'Afrique du Sud et qui nous viennent de la région du Cap. Donc c'est Thunberg qui fait environ 4 ans de missions d'exploration en Afrique du Sud. Il apprend l'hollandais. Alors lui, il est suédois, il apprend l'hollandais sur place. À l'époque, la région du Cap est une région plutôt hollandaise. Et c'est intéressant parce que cette compagnie hollandaise des Indes orientales s'arrête tout le temps en permanence dans la région du Cap pour se ravitailler, pour aller continuer dans la région des îles Moluques, par exemple, aller chercher des épices. Donc, il apprend l'hollandais et il s'est fait passer comme un missionnaire hollandais pour s'établir au Japon. À l'époque, au Japon, les seuls qui ont le droit de mettre les pieds, c'est des Hollandais protestants. Et ça explique pourquoi la grande découverte de la flore du Japon, j'imagine que nous avons énormément de plantes du Japon ici, c'est grâce à Carl Peter Thunberg. Un autre personnage qui nous intéresse beaucoup ici au domaine de rayol, en tout cas pour la flore méditerranéenne, c'est cet botaniste. Il est d'origine prussienne. Il s'appelle Rodolfo Amando Filippi. C'est lui, le grand botaniste qui met en découverte, en valeur, la flore du Chili. On sait très bien que c'est surtout la partie centrale du Chili qui a un élément méditerranéen et c'est lui qui fait la grande découverte de cette flore. Monsieur Filippi qui a un fils, alors c'est intéressant parce que ces botanistes notamment transmettent leur passion à leur fils de manière qu'il y a 2 générations de Filippi. Une botaniste, et ça c'est rarissime, je ne sais pas vous le dire en fait. Là, on est au 19e, début du 20e siècle, et à ma connaissance, elle doit faire peut-être, elle fait partie des 10 botanistes au niveau mondial. Sarah Plummer Lemon, que malheureusement, l'histoire fait passer toujours par la femme the wife of John Gill Lemon. Alors, sa tragédie, elle est brillante, elle est une botaniste brillante, mais elle est mariée aussi à un botaniste brillant. Et l'histoire fait, ça se décline en masculin, l'histoire. Elle est invisible par l'histoire. Pourtant, aujourd'hui, on le sait, ça c'est intéressant, hein, l'histoire se rattrape. On sait que c'est plutôt elle qui a fait la plupart des récoltes de ces couples Lemon. Et c'est elle qui met en évidence une grande diversité des plantes de la Californie, notamment de la région de Santa Barbara. Et ce sont des plantes qui sont cultivées, certaines ici au domaine des rayons. Elle a eu une formation autodidacte. Mais c'est intéressant parce que de plus en plus, l'histoire met en valeur ces personnages qui sont restés négligés, en fait. Et aujourd'hui, pourtant, on sait que c'est plutôt elle qui a mis en valeur la flore de la Californie.
Un personnage en anglais, en fait, des formations à l'université de Londres. On reconnaît ici sur ces portraits Monsieur Maiden. Et Maiden, en fait, c'est le premier grand botaniste de l'Australie. Il va s'attaquer au grand cauchemar pour les botanistes de l'Australie pendant 30 ans à travers un groupe que Jérémie affectionne particulièrement. Il va s'attaquer au genre Eucalyptus, aujourd'hui d'à peu près composé par 700 espèces, et il va mettre 30 ans pour faire une monographie de tous les eucalyptus connus à l'époque en Australie. C'est une vraie passion, et c'est intéressant parce que c'est lui le fondateur des plantes, de la connaissance que nous avons actuellement des plantes de l'Australie. Parlons un petit peu maintenant dans ces régions qui ont une petite partie des climats méditerranéens. Parlons de la Macaronésie. Alors, la Macaronésie, comme vous les voyez ici, c'est un ensemble d'archipels. Un archipel notamment qui appartient aux Portugais, les Azores, Madère, l'archipel des Canaries et l'archipel des Cap-Verts. On oublie souvent les Cap-Verts, hein, mais les Cap-Verts font partie de cette Macaronésie. Et c'est intéressant parce que là, vous savez que ces îles de la Macaronésie étaient connues par les Grecs, étaient connues du monde hellénique. C'est tout simplement que les Grecs, en fait, ils s'arrêtaient environ du côté du détroit de Gibraltar et ils croyaient que les hôtes-là des âmes des morts allaient dans cette direction. De là que dans le monde hellénique, la Macaronésie, les îles de l'archipel, on les connaît comme les îles des fortunés. Et en particulier, on va s'attaquer à bien évidemment les Canaries. Les Canaries, en fait, avec cet archipel des Espagnols, je pense que Fuerteventura a à peu près une centaine de kilomètres du continent, une activité volcanique extrêmement intéressante, assez intense, et qui a mis plus ou moins en évidence la richesse de ces îles Canaries, avec beaucoup d'endémismes. Bon, il y a déjà des commentaires des Pline l'Ancien dans son histoire naturelle, et notamment Philip Barker Webb, un botaniste anglais, et un Marseillais. Un Marseillais, Sabin Berthelot, et ils vont mener des dizaines et des dizaines d'expéditions aux îles Canaries pour mettre en valeur cette flore de grande importance endémique. Vous savez que je suis plutôt spécialiste dans la famille des palmiers. Je suis spécialisé dans cette famille depuis passé 25 ans. Et il y a une espèce qui m'intéresse et qui vous intéresse. C'est les dattiers des Canaries. Et là, derrière ces dattiers des Canaries, il y a une très très belle histoire parce que jusqu'à la fin 19e, on pense que ces dattiers de Canaries, c'est le même dattier commun comestible, Phoenix reclinata ou Phoenix dactylifera. À l'époque, ce Phoenix, aujourd'hui connu d'un point de vue scientifique canarien, il n'est pas connu. Hein. Fin 19e, il n'est pas encore connu. Il y a quelques commentaires d'un botaniste suisse qui travaille dans un jardin qu'on appelle les jardins d'acclimatation de l'Orotava. Lui, il fait quelques commentaires sur ces palmiers qu'on voit ici avec des flèches, mais encore fin 19e, on n'arrive pas à lui donner un nom. Et c'est seulement un Toulonnais, là on parle de Bénédicte Chabot, et c'est Toulonnais qui est médecin de la marine. C'est lui qui est le président de la Société d'agriculture, horticulture et paysagisme de Toulon. Et lui, il reprend quelques notes de ces botanistes suisses qui travaillent à l'Orotava, et c'est lui qui va officialiser les noms Phoenix canariensis en tant que tel. Donc, c'est intéressant parce que c'est une espèce qu'on arrive à départager facilement d'autres espèces de phénix, et c'est un Toulonnais pratiquement qui met en évidence ça comme une nouvelle espèce grâce aux informations de ces botanistes suisses. Les palmiers, je pense que vous aimez beaucoup les palmiers, moi aussi. C'est intéressant de voir de plus en plus de nouvelles espèces en culture ici, dans la région de la Côte d'Azur. On voit les Washingtonia, on voit les Jubea, on voit les Ciagrus aussi. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que
on parle beaucoup de cette histoire de réchauffement climatique. Et c'est une réalité. De plus en plus, dans cette région ici et dans le domaine des rayons, en fait, bientôt, on pourra proposer des espèces qui sont bien plus tropicales que ce qu'on pense. Et qui dit des nouvelles espèces des palmiers, dit aussi des ravageurs qui viennent avec. De plus en plus, on a des ravageurs qui viennent d'ailleurs, dès même qu'on ramène des espèces comme les Ciagrus romancianum de Brésil, on ramènera aussi des lépidoptères, des papillons ou des coléoptères, des charançons, qui pourraient, attention, c'est vrai, attaquer ces palmiers, mais ils pourraient s'attaquer aussi à la flore locale. Donc c'est intéressant, une petite réflexion là-dessus. Je finirai tout simplement pour répéter ici l'émerveillement que j'ai sur ces jardiniers botanistes qui, autour de l'histoire, sont devenus des explorateurs, des récolteurs, des scientifiques. Sans ces jardiniers, on ne pourrait pas aujourd'hui avoir les beaux jardins que nous avons chez moi, chez vous, ou dans le domaine des rayons. C'est grâce à cette pluridisciplinarité, en fait, qu'on a pu bénéficier de toutes ces espèces intéressantes. Et avec ça, j'ai fini mes petites conférences. Eh ben merci Fred de nous avoir fait voyager, de nous avoir fait voyager géographiquement, mais aussi dans le temps. Tu as mis en évidence pas mal de trucs à travers des aspects aussi de politique, des aspects aussi économiques. Je m'intéresse aussi pas mal à l'exploration et puis on le voit facilement avec les plantes. Je n'avais pas assez vu, pour ma part, je ne sais pas vous, mais le rôle à quel point de cette petite chambre, là, je ne sais plus d'ailleurs, la caisse de Ward, voilà. Et puis, merci encore. Je vais faire tourner le micro pour d'éventuelles questions. C'est avec grand plaisir que Fred y répondra. Est-ce qu'il y aurait des questionnements sur tout ce qu'on a pu voir à l'instant? Vous êtes bouche bée, c'est ça? C'est toujours. Bonjour, cher monsieur. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans la région où j'habite, c'est-à-dire à Saint-Mandrier-sur-Mer, qui n'est pas bien loin, nous avons beaucoup de palmiers qui malheureusement sont attaqués et qui font couler bien des larmes, et bien, qui entament beaucoup les porte-monnaies au niveau du traitement, parce que ce soit le charançon ou le papillon, c'est destructeur à un niveau excessivement élevé. Avez-vous quelque chose à nous avancer dans ce sens qui pourrait nous permettre d'envisager peut-être pas une guérison, mais un traitement ou une approche qui nous permettrait de sauver ces arbres auxquels on tient tant? Alors, je ne suis pas spécialiste dans la problématique. Ce que je peux vous dire, c'est que souvent, quand on voit déjà qu'il y a les symptômes, c'est déjà trop tard, d'accord? Donc ça veut dire que ces méristèmes uniques, ces points de croissance uniques qui est typique des palmiers, il a été touché. Il y a peut-être des centaines d'arbres qui sont dedans. Après, la deuxième question que je me pose, en fait, est-ce que économiquement c'est possible de traiter un palmier comme ça? Est-ce qu'on devrait tout simplement assumer que ces palmiers vont mourir en attendant, et là je m'adresse ici aux pépiniéristes, aux chercheurs, développer des nouvelles variétés qui sont résistantes. On se contente trop souvent de dire, voilà, ce palmier dattier, il a été attaqué, les Washingtoniens, il a été attaqué. L'étape suivante, maintenant, dans ces recherches, c'est un petit peu comme si on s'est reposé sur ce qui a été fait déjà par tous ces botanistes historiens. L'étape supplémentaire, c'est la recherche. Aller chercher des variétés ou des formes qui, naturellement, développe une résistance à ces insectes, en fait. Hein. Mais je suis content que tu répondes ça, parce que je pense que j'aurais répondu un peu pareil. J'aurais aussi introduit de la même façon, disant que je n'étais absolument pas spécialiste. Mais souvent, il suffit d'aller... La diversité, elle est énorme, en fait. Hein. Elle est énorme. Alors, avec les palmiers, tu le sais, mais il y a toujours une espèce à côté. Tu as parlé de variété, moi j'irais même jusqu'à l'espèce, qui peut avoir le même rôle paysager, même rôle esthétique,
j'ai dit conditionnel, je ne sais pas exactement au niveau des palmiers, mais qui peut de facto être plus résistant. Et nous, on le voit ici avec ces soucis de réchauffement du climat, où tout doucement, ce sera l'objet aussi de la suite de l'après-midi, mais comment on peut changer tout en ayant le même rôle dans le paysage, mais tout simplement avec une autre espèce qui va faire le même boulot quelque part. Hein. Et moi, je suis convaincu qu'on n'exploite que très très peu ce qui est connu et ce qui est c'est vraiment ce qui est dans la nature. Alors, il faut revoyager, il faut réacclimater, mais c'est presque le même. C'est presque le même problème que ce qui se passait, j'ai envie de dire, à l'époque où il a fallu introduire un peu des nouvelles espèces. Là, il faut aller les rechercher quelque part. Ouais. Et ça, c'est un travail qui est en cours. Hein. Tu parlais de chercheurs. Voilà. J'ai un petit bémol quand même à apporter. On peut parler d'espèces qui vont résister. On a malheureusement connu le pin maritime dans la région, qui a totalement disparu, avec l'attaque de ces insectes qu'on voit à nouveau attaquer les pins parasols. Donc je pense quand même que parallèlement, les traitements permettent à certaines espèces de survivre. La cochenille, malheureusement, elle a décimé complètement dans la région les pins maritimes. Il n'y en a plus un seul. Et pour ce qui est des palmiers, il y a des traitements. Hein. Il y a le problème, c'est que certaines personnes qui ne traitent pas leurs palmiers, c'est aussi un réservoir de charançon pour les palmiers voisins qui subissent. Donc je crois qu'il faut quand même qu'il y ait des traitements, parce que ça permet à l'espèce de survivre. On ne sait pas jusqu'où peut aller la destruction. Hein. Donc moi je ne défends pas forcément la chimie, mais elle est là aussi pour nous aider un petit peu. Après, moi j'ai un jardin, j'avais quand même dans mon jardin, j'en ai 10 palmiers d'espèces différentes. Quand je suis arrivé dans ce jardin, il y avait un totem, un tronc par terre, et un qui était touché. Eh bien, celui qui était touché, il va très bien. Il a été traité. Donc, alors, c'est le petit bémol. Oui, c'est une histoire économique, finalement. Si vous pouvez le faire, faites-le, hein, certainement. Après, pardon, juste la différence peut-être avec le palmier, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a un seul méristème tout en haut, et alors que les pins, finalement, il y en a plein. Donc là, une fois qu'il est touché, il est touché. Et ça, malheureusement, il n'y a qu'une seule chance, quoi. Oui, je voulais remercier notre conférencier pour la qualité de son intervention, la pertinence de ses propos, et puis la cohérence entre ses propos et les images. C'est pas fréquent. Alors merci pour cela. Merci à vous. Une question, pouvez-vous nous conseiller quelques livres en français qui résumerait un peu ce que vous avez dit? Ah, il est en train de l'écrire, non, me dit Jérémy. Alors, vous savez, en fait, je suis agronome des formations. T'es embêté, hein. Je suis agronome des formations avec un doctorat en botanique, et de plus en plus, et c'est une discussion que j'ai eue à plusieurs reprises avec des discussions que j'ai eues avec Jérémy, c'est que ces mondes des jardiniers et ces mondes des botanistes ne se parlent pas beaucoup. Encore aujourd'hui, c'est fou. 2 siècles après tout ce qui s'est passé là, c'est deux mondes où il n'y a pas énormément de dialogue. Donc, je ne connais pas de publication qui adresse cet aspect-là, en fait, hein, d'un monde idéal où on devrait tous travailler ensemble. On le disait, c'est ce qui m'intéressait, parce que je suis de base aussi jardinier, maintenant un peu plus botaniste. Mais si le botaniste pouvait savoir cultiver et le jardinier, en gros, faire des herbiers, puis avoir une grosse bibliothèque, je pense que ça serait parfait. Mais la réunion des deux, c'est bien pour ça que je m'intéressais à Fred, en plus de sa sympathie, tu l'as dit. Hein. Non, mais honnêtement, je le pense sincèrement, ça existe assez peu. Hein. Et là, cette réunion. Pour l'anecdote, en fait, j'ai... De façon empirique, de façon autodidacte, bien sûr. Mais un très bon exemple. Actuellement, je mène des projets en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Ghana et Bénin, sur les palmiers menacés, que ce soit par la destruction milieu naturel ou la surexploitation. Dans toutes mes missions de terrain, j'invite les jardiniers à Genève
Et ces jardiniers, ils récoltent, ils étudient les plantes sur place. Et récemment, il m'a parlé du développement de ces graines et de tous ces processus de germination. Et il m'a mis en évidence au moins 4 caractères pour distinguer les espèces que moi, en tant que botaniste, je n'avais pas vu. Et là, c'est intéressant, en fait. C'est le travail en synergie qui nous fait plus forts. On devrait encore aller de plus en plus dans ces sens. Et puis il faut l'a prouver à travers l'histoire, hein, parce que la définition est arrivée beaucoup plus tard, hein, tu as vu, de botaniste. Est-ce qu'il y aurait d'autres interrogations, d'autres compliments? Vous avez parlé de l'importance de la terre. Mettez bien le micro pour tout le monde. L'importance de la terre. Mais nous, dans la Méditerranée, quand on a un jardin, c'est du béton. La terre est du béton. Souvent, à l'origine, il y avait de la vigne, des trucs comme ça. Comment peut-on arriver à planter ces belles plantes que vous avez là dans nos jardins à nous, sans défoncer tout pour mettre de la nouvelle terre? Fred, je te laisse te débrouiller. Non, vous pouvez faire des stages au domaine aussi. Si non, mais avec un peu... Il y a de l'information qui circule. Je pense qu'il y a des cercles d'amateurs en horticulture pour donner des consignes très précises, en fait. Hein. Parce que, oui, chaque plante a besoin plus ou moins d'un substrat différent, d'un arrosage différent et d'un éclairage différent. Donc, il y a de plus en plus en littérature. Il y a de la littérature. Là, il y a de la littérature. Ça vaut la peine, en fait, hein, de fouiller un petit peu dans les librairies. Mais si vous allez acheter une plante chez un horticulteur... Tenez, vous n'êtes peut-être pas la seule. Si vous allez acheter une plante chez un horticulteur qui est en Méditerranée, bon, si vous lui demandez de planter la plante, il la plante. Mais il ne vous donne jamais de conseils particuliers. C'est très rare. Mais madame, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort, en fait, parce que pour certains, c'est l'histoire des commerces et du business. Et dans certains cas, on vous propose des plantes dans les pépineries qui ne sont pas adaptées à notre climat. Et là, je les vois du côté de Genève. Et ça, excusez-moi, c'est malhonnête. C'est malhonnête. En fait, c'est une belle plante qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça s'arrête là, en fait. Mais c'est faire entourer par des pépiniéristes et horticulteurs bienveillants, c'est comme trouver un bon dentiste, hein, ou un bon garagiste. C'est exactement la même chose. Alors, pour en revenir à ce que vous dites, effectivement, la terre, elle se cultive. Elle ne se cultive pas 24 heures. Elle se cultive pendant des mois et des années. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder quand même nos sols riches. Parce que sinon, c'est vrai, la terre, elle disparaît. Mais c'est un quotidien permanent. Oui. Si on n'a pas cet effort-là, c'est pas la peine de planter. Là. Après, je pense que les plantes qu'on nous vend, bien souvent, elles sont issues de grandes cultures avec, vous savez, un biberonnage, comme on dit, quotidien, la petite goutte d'eau, l'engrais et compagnie. Et donc, ça rejoint le fait de devoir bien choisir son horticulteur qui pourrait ne pas trop couver, on va dire, cette plante qui, une fois chez vous, va peut-être être un peu plus délaissée. Et nous, ça, on y est confronté tous les jours au domaine. Hein. C'est pour ça qu'on choisit quelques pépiniéristes. Vous les avez triés sur le volet. Attendez, ça rigole pas là-bas. Mais pour dire qu'il faut choisir vraiment le bon truc. Hein, je le répète bêtement. Mais et peut-être être un peu sévère aussi avec la plante que vous allez mettre après dehors, parce que. On cherche des plantes méditerranéennes quand même à la base. Ah oui, non, tant qu'à faire. Voilà. D'autres questions ? D'autres questions, effectivement. Écoutez, merci de votre intérêt. Merci beaucoup. Hein. Pour toutes ces questions, c'est très riche.